Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre passion de la musique vous a fait passer des chiffres aux notes. Le prof de physique que vous avez été a changé d'optique grâce à des atomes crochus avec une légende de la poésie et de la chanson, Claude Nougaro. Bonjour, cher Yvan Cugius. Bonjour, mon cher Jacques Pessis. Eh ben oui, on n'est pas dans le honneur. musique, mais quel bonheur de vous recevoir dans les clés d'une vie. Et puis moi, c'est une forme de consécration. J'ai juste avant l'antenne d'être avec vous depuis le temps que je vous écoute. C'est un bonheur réciproque. Donc, on va évoquer aujourd'hui votre album consacré à Nougaro avec des amis. On va écouter des chansons tout au long de l'émission, mais on va évoquer votre parcours parce que on connaît le Loft Music, mais on connaît pas votre parcours qui est quand même assez particulier. Et on va le faire à travers des dates clés, comme on le fait toujours dans les clés d'une vie. La première date que j'ai trouvée à votre propos, le 23 novembre 1995, c'est votre première télé. Vous êtes sur le plateau de Vent Sud avec Claude Nougaro. Vous venez de remporter le prix de la révélation de la chanson française pour la région Midi-Pyrénées. Oui, c'est ça. Ah ouais, quel souvenir. C'était un concours régional qui était présidé à Toulouse par Claude Nougaro. C'était la première fois qu'il faisait ça dans sa vie, présider ce genre de concours. Et il y avait plein d'artistes de Toulouse qui étaient là avec lui dans le jury. Et moi, j'avais présenté une chanson qui s'appelait Le Mime, je me rappelle. C'était vraiment dans la tradition de la chanson française, une chanson swing, quoi, comme pouvait l'aimer Claude. Mais voilà, il se trouve que j'ai gagné ce concours. Et quelques jours après, alors que j'avais jamais fait ni de radio ni de télé à l'époque, quelques jours après, je me suis retrouvé sur le plateau de France 3 en direct, face à Nougaro, à 2 mètres dans le studio, pour rechanter l'émission en direct devant lui. Voilà. Et vous chantez la chanson, et d'ailleurs je crois qu'il y a un lapsus, le présentateur vous appelle Yvan Cugius. Ah oui, ça arrive souvent, c'est toujours arrivé. Et vous chantez le mime. C'est ça. Un mime de tout, mine de rien. Je mime tout ce qui me manque au quotidien. Il y a un côté Nougaro dans cette chanson, Yvan Cugius. Oui, parce que de toute façon, moi j'étais, comme Claude, très féru de jazz et très attiré par cette musique. Et là, c'est un swing, quoi. C'est un ternaire qui me plaît dans la façon de faire. Et puis aussi dans la rime, ouais, dans cette idée de jouer avec des mots autour de la consonance, de la sonorité du mot mime qui permet plein de trucs, plein de jeux de mots et qui me plaît bien, ouais. Voilà, je me souviens d'un mime qui était Marcel Marceau, et il y a une première au Théâtre des Champs-Élysées, il y a Jean Carmet qui est dans la salle et qui s'endort, et c'est vrai, il s'est réveillé en criant plus fort. Ça a été extraordinaire, ça a fait un choc. Alors, Nougaro, après votre prestation, dit que vous venez de faire le plus difficile, et que l'Olympia à côté, ça va être une partie de plaisir. Ah, mais c'est tellement vrai, c'est-à-dire que chanter, vous savez Jacques, chanter comme ça dans un studio, surtout face à Nougaro avec la télé en direct, c'est très impressionnant parce qu'il y a cette façon de devoir être bon sur un moment comme ça, où en même temps on n'a pas la pression d'un public, donc c'est déstabilisant parce que la pression du public quelquefois quand même permet d'être meilleur, certainement. C'est comme d'ailleurs le direct à la radio ou l'enregistrement. Quand on enregistre, quelquefois on est moins pertinent parce qu'il faut quand même et donc quand on est dans un studio comme ça où il y a 3-4 personnes et qu'il faut donner le maximum, on le fait pas comme dans un contexte de public d'une grande jauge, quoi. Alors, il se trouve aussi que l'Olympia, vous y allez parce qu'il y a un concours, la finale du concours, et le président du jury, c'est Francis Cabrel. C'est incroyable, ça, Jacques. Parce que, effectivement, mais ma vie là-dessus, elle est incroyable. En tout cas, les 2 premiers artistes et du Sud, avec en commun l'accent, qui ont croisé ma route, et plutôt moi qui ai croisé la leur, ben c'est Nougaro et Cabrel. Et des gens, Nougaro, j'ai été ami pendant 10 ans, ces dernières années de vie de Claude, et Cabrel, c'est quelqu'un non seulement que j'estime beaucoup, mais qui est aussi un copain, voilà. Et donc vous retrouvez à l'Olympia, dans l'ancienne Olympia, c'est pas encore le nouveau, vous faites pratiquement la fermeture de l'ancienne Olympia. C'est ça, voilà, j'ai fermé, moi, j'ai filé les clés après. Nougaro, vous l'aimiez avant de le chanter, avant de le rencontrer, Yvan Cugius? Oui, bien sûr. C'était quelqu'un qui incarnait les valeurs qui sont les miennes, c'est-à-dire attaché à ses racines, à son histoire, à sa ville, et qui a fait de sa singularité, voilà, une force finalement, l'accent notamment. C'est-à-dire que l'accent à l'époque, c'était et souvent quand on a l'accent, on nous prend un peu pour des petits Fernandel qui vont faire rire à la galerie, quoi. Alors que tout d'un coup, Nougaro, il amène avec cet accent
son, un sérieux, quelque chose d'émouvant et d'élégant et de très exigeant. Et cette musique jazz qui servait son propos m'attirait tout autant. Donc tous ces ingrédients faisaient que le rapport aussi à Toulouse, à la ville, c'était quelqu'un qui me fascinait et que j'aimais dans l'intention qui était la sienne. Il faut savoir que le premier disque de Nougaro, avec une préface de Salvador, a été un échec complet. Et il a fallu attendre 4 ans et sa découverte d'un film Manon des Sources pour créer une chanson que vous reprenez dans cet album. Tu m'aimes, dis-moi, tu m'aimes, c'est tout ce qu'elle sait dire. En bouffant, me rasant, quand je voudrais dormir, faut lui dire que je l'aime. Une petite fille en pleurs dans une ville en pluie, où est-elle, nom de Dieu? Vous chantez accompagné par Louis Winsberg, qui est un guitariste cher à votre cœur. Oui, et puis extraordinaire. Hein, c'est Winsberg, il a joué avec Nougaro sur scène et sur disque. Il a joué 7 ans avec Moran, il a joué avec Mike Stern, avec Didi Bridgewater. Il a fondé un groupe mythique qui s'appelle Sixon, et c'est un des grands guitaristes français et européens d'un jazz dans la veine de Paco de Lucia, un jazz un peu hispanisant. Et c'est un joli vaisseau pour aborder ce répertoire de Nougaro avec la guitare à la place du piano. Ça a beaucoup été joué au piano, Nougaro. Et là, tout d'un coup, la guitare permet un autre axe d'abordage. Alors, il faut savoir, Yvan Kojus, qu'au départ, la chanson, c'était pas votre objectif. Vous faites des études scientifiques à l'université Paul Sabatier de Toulouse, qui est une des plus grandes universités, et vous devenez prof de sciences physiques. Oui, je deviens prof de sciences physiques. J'ai une CAPES, je sais plus en quelle année, en 90 ou 91. Ouais, et 10 ans professeur? Ouais, 10 ans professeur de physique, ouais. Mais en un temps où les élèves n'étaient peut-être pas aussi agités qu'aujourd'hui. Oui, ça dépend. Il fallait quand même se faire respecter, et c'est d'ailleurs marrant pour faire le lien avec Nougaro, parce que moi ça le fascinait à Nougaro que je sois prof de physique et que je m'intéresse à la chanson comme ça. Et lui, la première lettre qu'il m'envoie, donc il est un peu étonné et surpris par le fait que je sois prof de physique. Il était parti faire une cure de remise en forme pendant une semaine. Et la première carte postale qu'il m'envoie comme ça commence véridique. Cher Yvan, professeur de physique, retour à l'œuvre Pi, et moi à mon physique, thalassothérapie. C'est joli, c'est du Nougaro pur et dur. C'est qu'il y a un autre physicien qui est devenu chanteur, c'était Évariste, en 68, qui a inventé le calcul intégral, et il a été un physicien célèbre avec ses recherches. Ouais. Alors, il se trouve que parallèlement à la science physique, vous apprenez la trompette, vous avez appris la trompette très jeune. Très jeune, à l'âge de 8 ans, pour faire plaisir à mon papa. Mon papa, c'est souvent des raisons familiales ou très personnelles qui sont pas tout le temps musicales en premier, le choix d'un instrument. Là, c'était mon papa qui me parlait de sa fascination pour le trompettiste du village dans lequel il a grandi, et chaque année à la fête du village, il y avait un trompettiste, et mon père était fasciné par cette trompette. Et un soir, en rentrant avec ma mère, on était allé au supermarché à l'époque, dans le Gers, et j'avais acheté une trompette en plastique pour lui faire croire que j'en jouais et pour voir la tête de mon père quand je lui montrais l'instrument. Et il était comme un gosse. Et ça a suffi à me motiver pour apprendre. Oui, et non seulement vous avez appris, mais vous êtes rentré dans les orchestres de bal des villages pour faire danser les gens le samedi soir. Exactement. J'en ai fait et refait, quoi. J'aimais ça. Et puis, c'était une façon comme ça d'avoir un public déjà devant moi, ça me titillait, et petit à petit après je suis passé à la chanson. Oui, parce que vous avez remplacé un chanteur absent, je crois, de l'orchestre. Oui, et c'est ça, on peut rien vous cacher. Ouais, parce qu'un jour, à l'époque, il y avait un titre qui s'appelait Photonovella d'un chanteur qui s'appelait Yvan, et avant un bal, un soir, on dîne avant d'aller jouer, et le chanteur titulaire me dit: t'as vu qu'il y a un chanteur qui s'appelle Yvan, mais t'as qu'à la chanter cette chanson-là, puisque ça s'appelle Yvan. Et c'était le challenge qui m'a fait chanter la première fois. Et résultat, le 3 juillet 96, il y a un concert d'inauguration du Festival Garonne à Toulouse, 20 000 personnes, et je crois que vous faites vos débuts dans la chanson. Devant Nougaro. Alors ça c'est une histoire de fou, parce que je rencontre donc lors du concours dont on a parlé tout à l'heure, dont Claude est président du jury, Claude Nougaro, et quelques semaines après, il y a ce concert dont il a la carte blanche, qui se fait au bord de Garonne, et Nougaro donc invite tous les gens qu'il souhaite. Et moi j'ai 2 chansons à l'époque. J'ai le mime qui a servi au premier concours, et j'ai une autre chanson qui s'appelle Le pont et la passerelle, qu'on va écouter. Un vieux pont se voyait les pierres, amoureux d'une passerelle, comme une divine galère. Eh oui, c'est vous qui chantez. Ouais, c'est donc ça. Vous avez cette chanson écrite, je crois, à Nogent-le-Rotrou.
Écrite, oui, absolument. Je le retrouve alors que j'étais loin de Toulouse. Et là, je fais un duo avec Olivia Ruiz sur cette chanson. Et donc, j'ai que 2 chansons. Et lors de la conférence de presse de Nougaro, pour annoncer cette soirée immense dont vous parlez, du 3 juillet, il y a une petite réception à Toulouse. Et un copain me dit, allez, viens, on va à la conf de presse, là. Non, je lui dis, non, j'ai pas le temps, je suis fatigué. Allez, viens. J'y vais. Et Nougaro est en train, face à la presse, de donner la liste de tous les chanteurs qui vont chanter à ce concert fameux du 3 juillet. Et il reste une place là, sur un guéridon, autour, pendant que Nougaro parle. Et je me retrouve à cette table à côté d'Hélène Nougaro, que j'avais rencontré au concours quelques semaines avant. Et quelqu'un dit, mais vous, Yvan, vous y êtes pas là avec Claude? Et moi, un peu gêné, je dis, qu'est-ce que je ferais là? Bien sûr que non. Et là, Hélène, très polie, très élégante, dit, de toute façon, il faut une chanson qui parle d'eau et de Garonne. Et timidement, j'ai dit, mais j'en ai une, moi. Ah ben elle dit, mais de toute façon c'est trop tard, mettez-la quand même dans la boîte aux lettres. Je prends ma cassette de l'époque, je mets dans la boîte aux lettres, je pars en vacances une semaine, je rentre, j'entends sur le répondeur, bonjour Yvan, c'est Nougaro ici. Rappelez-moi, venez déjeuner demain à la maison. Le lendemain, je vais déjeuner à la maison et je vois Nougaro qui vient à côté de moi, qui a griffonné sur la liste de tous les chanteurs mon nom juste après le sien et qui me dit, je vais vous prendre sous mon aile. Et j'ai chanté cette chanson que j'avais imaginée à Nogent-le-Rotrou entre le pont et la passerelle, pour laquelle je l'avais imaginée à Nogent. C'est fou, quoi. C'est fou, hein. C'est fou. C'est extraordinaire. Alors, autre date importante dans votre vie, le 10 mars 2004. On en parle tout de suite dans quelques instants avec Yvan Cogius sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Yvan Cogius. Non, c'est pas le Loft Music, ce sont les clés d'une vie. Avec cet album Une voix 6 cordes qu'on évoque tout au long de l'émission, qui est un album que vous sortez. Et on va expliquer pourquoi tout à l'heure. On a évoqué vos débuts comme professeur, vos débuts dans la chanson. Et puis il y a eu un autre début, le 10 mars 2004. Il y a une émission de télévision qui s'appelle C'est mieux le matin. Et vous êtes pour la première fois chroniqueur aux côtés de Boris Georgelin. Oui, c'était une émission pour France 3 Occitanie, enfin Midi-Pyrénées à l'époque. Et j'avais relevé ce pari de faire des chansons en direct comme ça, au piano, pour des auditeurs, des téléspectateurs qui m'envoyaient des idées. Et le dimanche soir, c'est le lundi matin, je me rappelle, je bricolais une chanson et en direct, j'étais gonflé quand même. J'allais face caméra faire la chanson comme ça, improviser pour le téléspectateur qui m'a soumis l'idée, une dédicace quoi. Voilà. Et en même temps, on vous avez proposé comment vous êtes rentré dans cette aventure? Ah, c'est parce que je sais pas, quelqu'un m'avait appelé parce que j'avais dû faire une ou deux apparitions sur France 3 en jouant, puis je sais, commencer dans ce métier, vous croisez quelqu'un qui repense à vous, qui dit tiens, tu ferais pas ça, et tu dis allez d'accord. Voilà. Et d'ailleurs, quelqu'un aussi a été important pour vous faire changer le métier, c'est l'imitateur Thierry Garcia qu'on a connu au Guignol de l'Info. Absolument. Ah ouais, parce que Thierry, quand j'étais prof justement, il voyait que je m'emmerdais un peu quand même dans ce métier, et je bricolais du piano, et il me dit mais pourquoi tu viens pas m'accompagner dans mes galas, tu ferais 2-3 chansons, tu ferais une première partie d'animation comme ça, et tu feras à l'époque ton dossier d'intermittent. Tu deviens intermittent du spectacle et tu quittes l'Éducation nationale. Et j'ai quitté l'Éducation nationale en ayant fait mon premier dossier d'intermittent avec Thierry Garcia. Mais c'était un risque énorme, mais c'était un truc de fou. Parce que je suis allé voir, moi j'étais titulaire à KMFX, j'avais à peine 35 ans, à Fermat, dans un lycée Pierre de Fermat, un grand lycée. J'étais même responsable du laboratoire de physique. Et là j'y étais jusqu'à la retraite, quoi. Oui. Et j'ai senti qu'il fallait que je parte. Et je suis allé voir le principal du collège. Et je lui dis, sur le principal, j'arrête. Il m'a dit, vous arrêtez quoi? Et j'ai dit, j'arrête l'enseignement. Vous arrêtez l'enseignement? Non, mais vous voulez quelques mois, quelques semaines? Non, j'arrête définitivement. Et le mec ne le croyait pas. Et j'ai effectivement arrêté en me disant que voilà, j'avais pas le choix, il fallait que j'arrête. J'allais pas tenir, quoi. Et je me suis retrouvé le jour du départ à la retraite de certains enseignants. Moi, j'avais 35 ans de moins au milieu. Et il m'avait, ça va vous parler, je m'en rappelle toute ma vie, offert l'intégrale de Charles Trenet. Ah ben voilà. C'était un beau cadeau. Alors, il se trouve que vos débuts en première partie de spectacle, c'est l'inauguration du Music Hall Café, place du Capitole à Toulouse. Oui. Ça, c'est une chose importante pour vous. Ça, c'est un grand souvenir parce que j'avais invité Claude, il avait accepté de venir, Nougaro. Puis c'est là que j'ai rencontré Patrick Sébastien, qui ensuite m'a fait faire une première émission de télé en prime sur France 2. Et j'ai rencontré plein de gens et j'avais, eu l'audace de concevoir un spectacle pour l'inauguration de cet endroit. Et j'avais réuni tous les Toulousains. Et Claude était venu chanter, quoi, ce soir-là, avec moi, quoi. Mais là, vous éclatiez vraiment. C'est-à-dire
que vous ne regrettiez pas du tout l'enseignement. Non, bah non, je l'ai jamais trop regretté depuis non plus. Mais oui, c'était quelque chose qui me parlait, mais il y avait quand même cette façon de voir. Je crois que j'ai bien fait parce que l'enseignement m'a structuré quand même, m'a amené quelque chose de structurant. Cette réflexion du prof de physique, cette façon d'aborder les choses, cet esprit finalement m'a été salutaire dans bien des cas et m'a permis d'être dans cette espèce de dualité avec quelque chose de très structuré de l'ordre du scientifique et puis quelque chose de très libre de l'ordre de l'artiste, quoi. Voilà, mais monter des plateaux d'artistes à l'époque, c'est presque plus facile qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas 350 agents qui vous bloquent le passage. Oui. C'est vrai, et puis c'était un plateau surtout toulousain, donc c'était des gens que je connaissais, et puis le fait que Claude m'ait un peu adoubé comme ça, quelques temps avant, ça avait fait un peu parler de moi là-bas à Toulouse, et j'avais rendu un peu la monnaie de la pièce. Voilà. Il se trouve que Claude, à l'époque, chante une chanson que vous reprenez dans cet album, Yvan Cogius, on l'écoute. La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit. Parfois je m'y arrête, je l'admire, j'applaudis. Je suis son chapeau claque, son queue de pie verticale. Ça, c'est l'amour de Claude Nougaro aussi pour les comédies musicales américaines comme Chantons sous la pluie. Oui, absolument, c'est ça. Jane Kelly, sous cette époque-là, qui était tout le temps, de toute façon, Claude, dans la recherche de l'image, et il disait d'ailleurs qu'il pratiquait un art merveilleux qu'il appelait le cinémo, c'est-à-dire le mot qui sert à l'image, le cinémo. C'était un joli néologisme pour expliquer que lui, ce qui le faisait vibrer, c'était de trouver des images et de les fabriquer avec le verbe. Alors il se trouve que vous aimez le Nougaro et pourtant en 1999, Yvan Cogius, à Celle, vous remportez le prix Georges Brassens. Eh oui, c'est ça, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ce prix-là ? C'était un prix à l'époque au Théâtre Molière qui a duré assez longtemps et qui consistait à remettre un prix. Moi j'y étais arrivé, ça aussi c'est dingue parce que j'avais un pianiste à l'époque et le jour des demi-finales et de la finale, il est malade ou il est pas là et j'y vais tout seul. Et là pour la première fois je fais un truc piano-voix, un truc seul à la trompette, un truc a cappella et je fais 4 chansons à moi et ça a dû séduire et j'ai gagné le prix. Et ça consistait en quoi ce prix, vous en souvenez ? Oui, il fallait chanter. Je crois qu'il y avait une sélection d'abord sur des enregistrements qu'on envoyait. Oui. Ensuite, il y avait des demi-finales en public. On sélectionnait une quinzaine de finalistes et puis la finale après au Théâtre Molière et chacun chantait 4 ou 5 chansons devant un public, un jury de professionnels. Ouais, et Brassens d'ailleurs aimait tous les rythmes. Je ne sais pas si vous le savez. Il mettait au point 10 mélodies avant d'en choisir une pour une de ses chansons. Et à chaque fois, il disait qu'il aimait toutes les formes de musique grâce à sa mère qui lui avait appris tous les rythmes. Ah oui, c'est ça. Mais quand on est musicien, je pense quand on ressent la musique, on n'a pas de limites ni de frontières dans les esthétiques musicales. Tout est intéressant dès lors que c'est vrai qu'il y a une vérité. Alors il se trouve aussi que vous enregistrez un premier album qui s'appelle Chansons des Demain. C'est vrai que vous avez écrit Des Demain ? Oui, c'est une chanson à l'époque de Daniel Messia qui s'appelait Chanson de la main gauche, je crois, qui m'avait inspiré ça. Ouais, c'était le jeu de mots entre Des Demain et Des Demain, évidemment, les mains, les membres, au bout des bras. Mais ça aussi, vous n'imaginiez pas faire un album dans votre carrière au départ ? Non. Enfin, je rêvais quand même de faire cette carrière, enfin, d'embrasser la chanson, vraiment, en enregistrant. Mais c'était quand même compliqué. J'étais toujours prof à l'époque, et voilà. Et puis après, c'est le désir qui donne le talent. Alors, il se trouve que Francis Blanche, je ne sais pas si vous le savez, écrivait des 2 mains à la fois. Il était capable d'écrire 2 textes différents, un de chaque main, en même temps. C'était extraordinaire. Ça va plus vite. Hein. Alors, il se trouve qu'il y a aussi une soirée importante, plutôt 2 soirées de concert à Paziol, autour des chansons de l'entre-deux-guerres. Et là aussi, vous avez travaillé avec Nougaro et Yvan Cogius. Ouais, parce que Claude m'avait confié cette direction artistique là à l'époque de 2 soirs où on chantait les chansons de l'entre-deux-guerres. Et il m'avait confié ça. Donc j'avais invité d'autres chanteurs avec lui, j'avais recruté les musiciens, on avait chanté sur scène tous ensemble. Et ça aussi, c'était un moment... D'ailleurs, on a fait un bouquin là-dessus avec son épouse Hélène Nougaro, qui s'appelle « Comme si j'y étais ». Ça s'appelle Un jour comme si j'y étais, je crois, quelque chose comme ça, et qui retrace ces journées magnifiques où on était en pleine campagne dans sa maison de vacances et on a fait ces concerts extraordinaires. Et puis il y a Sud Radio, parce que ce qu'on sait peu, c'est que vous êtes aujourd'hui à Sud Radio, mais vous avez commencé en 2002 par une chronique. Oui. C'est loin tout ça. C'est loin, c'était à l'époque où Sud Radio était à Toulouse et j'étais resté là une première phase de 5 ans à l'époque, entre 2002 et 2007.
Et en fait, et ça aussi, là, c'est marrant que vous parliez de ça, Jacques, parce que moi, je crois aux choses finalement de l'ordre de la physique, c'est-à-dire que quand on veut faire autre chose de sa vie, il faut d'abord libérer totalement l'espace qui est occupé par l'activité du moment. Il faut avoir l'audace de tout lâcher. Et je voyais Sud Radio qui était à Toulouse et ça me plaisait bien, ça m'attirait de faire de la radio. Tant que j'ai été prof, impossible. J'y suis allé frapper aux portes 20 fois, envoyer des cassettes à l'époque, tout. Jamais on me répondait. J'arrête, je vous le disais, avec l'intégrale de Charles Trenet, l'enseignement le 27 juin, mais véridique, hein, le 2001, le 28 juin, j'avais plus de nouvelles de Sud Radio depuis 2 ans, quelqu'un m'appelle et me dit, vous voulez faire une chronique à Sud Radio? Alors que je venais d'arrêter la veille l'enseignement. Et je crois au symbole de cette façon de lâcher prise. Pour que quelque chose arrive, il faut lâcher celle qu'on a pour l'instant. C'est le destin. Et vous avez animé une émission le week-end qui s'appelait Les Maîtres Chanteurs. Oui, c'est ça. Ouais, Qu'est-ce que c'était? C'était la matinale du samedi et du dimanche où c'était un brave bordel, comme j'aime bien. J'ai invité plein de jeunes artistes, ça faisait le bœuf, ça chantait, on faisait écouter des chansons et il y a des auditeurs appelaient. C'était vraiment quelque chose d'assez spontané comme ça. C'était l'ancêtre du Loft? Oui, d'une certaine manière, ouais. Alors, la différence, c'est que moi, je jouais pas à l'époque, j'osais pas participer. Donc, j'étais sur la réserve, j'osais pas trop. Mais c'était une réunion de copains, finalement, qui parlaient chansons et musique. Voilà. Et vous aimez la chanson, mais pas seulement Nougaro au Brassens. Et on va en parler à travers une autre date que j'ai retrouvée le 17 juillet 2011. À tout de suite sur Sud Radio avec Yvan Cugius. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Yvan Cugius, exceptionnellement pas dans le Loft, mais dans les clés d'une vie, pour la sortie de Une voix 6 cordes, un album dédié à Claude Nougaro qu'on évoque à travers des chansons et qu'on va évoquer plus longuement tout à l'heure. J'ai trouvé une date le 17 juillet 2011, elle est liée à cet artiste. Pourtant que la montagne est belle. Une chanson de Jean Ferrat née lors de son premier voyage, ne sachant pas s'il allait habiter à Entraigues, et qui est aujourd'hui apprise dans les écoles, enseignée dans les écoles primaires. Ah oui, j'imagine bien. Et le 17 juillet 2011, c'est le premier festival Jean Ferrat auquel vous avez participé. Oui, je rencontre Jean Ferrat, en fait, je rencontre une première fois plus tôt, dès que j'arrive à Sud Radio, comme on le disait tout à l'heure, j'ai en fait 2 références dans la famille par mon père. Mon père était fan de 2 artistes, Claude Nougaro et Jean Ferrat. Vous me voyez venir. Oui. Je deviens ami avec le premier. Et quand j'arrive à Sud Radio, à l'époque à Toulouse, j'ai un rêve, c'est de me dire, tu vas tenter d'aller faire une interview de Jean Ferrat. Et j'envoie 2 ou 3 chansons que j'avais écrites et une belle lettre à Jean, comme ça, comme une bouteille à la mer. Je lui dis, j'aimerais faire votre interview. Et j'ai plus de nouvelles parce qu'il en accordait très peu. Et je crois que c'est 10 mois après, je reçois un coup de fil de son agent, Gérard Armès, oui, que vous connaissez. Et il me dit, Jean vous attend, si vous êtes toujours d'accord, pour venir interviewer à Entraigues. Alors là, j'ai dit, mais c'est incroyable. Et j'y suis allé. Et d'1 heure d'interview, ça s'est transformé à 4 ou 5 heures chez lui, dans sa maison. Et on est devenus amis. Et j'y suis allé très régulièrement, 3-4 fois par an, manger le chevreuil, le sanglier, jouer à la pétanque, évidemment, et arriver à ce festival après en 2011. Voilà. Il se trouve qu'effectivement, la vie de Jean Ferrat, on la connaît assez peu, mais ce qui comptait en dehors des chansons, c'était la pétanque, c'était très important pour lui. Ah oui, et moi je suis un fan de pétanque aussi, donc on s'est retrouvés autour de la chanson, autour de la pétanque, des jeux, puis de cette simplicité dans ce village, voilà, où il vivait comme quelqu'un de très ordinaire, quoi, avec tous ces gens qui le badaient, et on faisait des parties de pétanque à n'en plus finir, quoi, et on allait au bistrot là, à la montagne, ça s'appelait justement, ou au Lopodello. Je salue tous les gens d'Entraigues et Valérie en particulier, sa fille, et Colette Ferrat qui nous a quittés très récemment, la femme de Jean. Et on passait des soirées, des après-midi. C'était fabuleux pour moi d'être si proche de lui. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est qu'on sait qu'Henri Salvador a été un passionné de pétanque. Il a même fait fortune avec des boules à son nom. Ouais. Mais Ferrat ne savait pas, car on sait très peu de choses de lui. Oui, il était très discret, Jean. Il avait besoin de cette discrétion. Elle lui était fondamentale. Donc, il faisait les choses très simplement. Et c'est vrai qu'il aimait jouer. Il aimait jouer au tarot, il aimait jouer au poker, il aimait jouer à la pétanque. Il jouait à la lyonnaise aussi. Mais vraiment, c'était un rituel.
l'été, à 17h, il était sur la place. Quand j'arrivais, moi, à Pasiol, à Entraigues, je l'appelais et il me dit « Ah, tu es arrivé ?» J'ai dit « Oui, je suis l'agent. Alors, tu me montres la partie, là. Alors, je veux pas jouer avec le potier, je veux pas jouer avec Jean-Claude, je veux pas jouer avec Michel. Essaie de me trouver François et voilà. » Et on créait les parties et on descendait à jouer autour de la fontaine. Voilà. Et après votre premier entretien, je crois, Yvan Cogius, le deuxième, ça a été un débat sur la chanson française auquel il vous a demandé de participer. Exactement. Après cette première rencontre, et c'est comme ça qu'on est devenus amis, il m'a fait rappeler en me disant, on m'a dit Jean Ferrat voudrait vous inviter à un débat sur l'avenir de la chanson française à l'époque. Il y avait du boulot, oui. Il y avait du boulot. Quelques mois après l'avoir interviewé, en fait, et je me suis retrouvé à la tribune dans la salle des fêtes à côté de Jean. Hein. Il y avait le boss du JDD à l'époque, il y avait Hélène Azera de France Culture, je me rappelle, il y avait Sophie Delassène du Nouvel Obs, il y a plein de gens là, de journalistes, et moi, j'arrivais de nulle part, quoi, et je me suis retrouvé avec Jean dans la salle des fêtes. Et il adorait justement les causes souvent indéfendables, et la même année de ce débat, il va aller dans le Larzac pour un rassemblement altermondialiste pour défendre pour aller contre la conférence de l'OMC qui se préparait. Ah ouais. Bah, c'était un vrai chanteur engagé, Ferrat, qui était là pour les dans toujours ces démarches républicaines, voilà, qui étaient nécessaires ou qui étaient fondamentales, quoi. Il s'engageait tout le temps quand il le fallait. Et je me dis que s'il était là encore aujourd'hui, certainement il serait monté au créneau. Ah oui, je pense qu'il aurait eu beaucoup de choses à dire. Et alors ce festival, il est né, et donc je crois qu'il y a Isabelle Aubray, très proche de lui, qui est beaucoup intervenue. Isabelle d'ailleurs qui a fait ses adieux à la scène et qui revient tout de suite avec un spectacle où elle racontera sa vie. Elle l'a testé avant les vacances, voyez. D'accord, très bien. Alors c'est vrai, qu'est-ce que c'était au départ ce festival? Qu'est-ce que vous avez fait? Non, moi j'ai fait juste un petit coup de main pour j'y chanté déjà plusieurs fois. J'ai d'ailleurs chanté le spectacle Nougaro là du disque dont on parle à Entraigues il y a quelques mois. Et puis j'ai un peu aidé pour la création de ce festival, mais après j'ai fait plein d'autres choses, mais il existe toujours ce festival. Oui, alors les hommages à Nougaro, c'était pas un festival, ça a vraiment commencé le 9 septembre 2004 avec une soirée que vous avez organisée. Oui. Quand Claude meurt le 4 mars 2004, et avec Hélène, son épouse, sa dernière épouse, et quelques artistes toulousains, on se retrouve, je crois, après les obsèques, il y avait les Ebda, il y avait Jean-Pierre Madère, il y avait des artistes de chez nous, et on se dit, il faut faire quelque chose pour rendre hommage à Claude, et on savait pas trop quoi. Et avec Hélène, on s'est dit, on va faire un immense concert le jour de son anniversaire de sa naissance, quelques mois après donc sa disparition en 2004. Et j'ai été moi aux manettes et j'ai fait la direction artistique. J'ai invité, il y avait Guy Bedos, Bernard Lavillier, Morane, il y avait Michel Fugain, puis plein d'artistes toulousains. moi j'ai chanté en plus À bout de souffle, qui est quand même une chanson extrêmement difficile à chanter. Et figurez-vous que le guitariste de l'époque, là, c'est là que je le rencontre, s'appelait Louis Winsberg, qui est avec moi sur cet album dont on parle aujourd'hui, et c'est là que je le rencontre, et c'est là qu'il rencontre Morane, avec qui il va rester 7 ans en directeur musical. Et justement, cet album, il y a aussi d'autres invités, dont Thomas Dutronc, dans une chanson qui a été aussi un classique de Nougaro. Armstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir en dedans. Chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, 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 ça tient chaud, j'ai froid, oh moi. Là aussi, c'est un classique de Nougaro. On n'a pas entendu Thomas, mais c'est juste après. C'est juste après, mais on va l'écouter, on écoutera l'album. Et il se trouve que je crois que c'est en écoutant la TSF, enfant, que Nougaro a découvert le jazz et Armstrong. Complètement. C'est-à-dire qu'il est dans les faubourgs des Minimes à Toulouse. Il a une vie à Toulouse qui est pas très rose, si je puis dire, et qu'il voulait d'ailleurs qualifier de rosse. Il voulait faire une chanson Toulouse-Ville-Rosse au départ, parce qu'il n'a pas une enfance super heureuse, mais il s'évade par la TSF de la famille, et il découvre cette musique d'outre-Atlantique, ces standards de jazz de l'époque de Duke Ellington, de Count Basie, etc. Et il en tombe littéralement amoureux. Et il a envie de les chanter, ces standards-là, et il se met à écrire pour servir ces standards, pour en faire des adaptations en français et pour pouvoir les chanter avec des mots français.
Voilà. Il se trouve que Armstrong, donc, était une de ses idoles. Il n'a pas eu une vie rose non plus à ses débuts, puisque enfant, lors d'une fête de famille, il prend un revolver, il tire en l'air au lieu de tirer avec les copains des pétards. Il est arrêté immédiatement. Il va passer 1 mois et demi, je crois qu'à 7 ans en maison de correction, à cause de ce geste. Ah ouais. C'est fou, on rigolait pas à l'époque. Ah non, bien sûr. Alors, il y a un deuxième hommage d'A Nougaro, un deuxième concert, le 9 septembre 2006. Vous récidivez, parce que j'ai l'impression que l'image de Nougaro est en train de monter dans l'esprit d'un nouveau public. Ouais, c'est ça. Et puis Toulouse a toujours été proche de Nougaro et vice versa. Et donc moi, je me suis un peu senti, comment dirais-je, porteur de quelque chose à rendre à Claude, quoi. Et encore aujourd'hui, 20 ans après sa disparition, c'est un peu l'idée de cet album. Mais à l'époque, plusieurs fois, j'ai dirigé artistiquement des hommages de grande envergure à Toulouse, place du Capitole. Et donc 2004, 2006 et ensuite 2009 où j'ai monté une tournée avec Olivier Ruiz, avec les Zebda. Voilà, toujours dans l'idée de faire rayonner l'œuvre de Claude et de lui rendre ce que j'estimais qu'il m'avait donné. Oui, je crois que 2006, c'était un spectacle sur le toit du Capitole. Oui, il y avait le chanteur qui avait chanté sur le toit du Capitole, sur le toit du père de Nougaro. Il aurait dit, j'ai chanté sur la tête de mon père. Et après, c'est sur la scène, mais il y avait une séquence sur le toit que j'avais imaginé. Quand on va à Toulouse, Nougaro est partout présent. Est-ce qu'il l'imaginait, Yvan Clusius ? Je crois qu'il a quand même le retour de ce qu'il a offert à Toulouse, c'est-à-dire un magnifique hymne à sa ville qui existe. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents dans la chanson française. Un lien aussi fort entre une ville et un artiste à travers une chanson. Toulouse, c'est l'hymne de Toulouse, c'est l'hymne du stade toulousain. Chaque fois qu'il y a un essai qui est marqué, on entend au Toulouse dans l'enceinte du stade, des Sept-Deniers. Il y a la statue de Claude évidemment dans la rue comme un piéton, sur la place du Capitole, enfin derrière la place du Capitole, il y a des photos. Il y a quand même une présence qui est toujours là. Mais je crois que c'est à la hauteur effectivement de cette chanson et de ce lien qu'il a assumé à cette ville, Toulouse. Cette chanson, vous l'interprétez sur cet album avec Big Flo et Oli. Je t'écoute dans la nuit comme si tu chantais pour moi. J'imagine ta démarche sur les pavés de ta ville. Je te pose des questions que tu n'entendras pas. Serait-on des amis si tu étais en vie? Est-ce que tu aurais souri devant mes plus belles rimes? Ô Claude, toi qui as écrit l'amour et la passion? Ou peut-être serais-tu envieux et aigri devant les mélodies de ma génération? Voilà, la génération Big Flo et Oli que vous avez connue avant tout le monde, avant qu'ils ne deviennent célèbres, Yvan Clusius. Totalement. Là, je joue de la trompette avec Oli. On a reconnu votre trompette. Voilà, je l'ai sorti pour l'occasion. Et c'est-à-dire que j'ai rencontré les garçons au tout début. Ils avaient même pas signé dans une maison de disques et même pas signé chez un tourneur. Ils étaient au tout début. Et je les ai fait chanter, moi, dans des premiers concerts à Toulouse, justement, que je dirigeais, des gros concerts. J'en ai fait d'autres sans qu'il y ait de thématique Nougaro. Et les gamins, je les ai fait venir. Ils avaient, 12 ans, 12, 13 ans, 11 ans. Je faisais une émission sur une télé locale à Toulouse. Je les ai invités, ils ont joué, mais ils étaient tout minots. Ils venaient me voir en concert, moi. Au premier rang, ils étaient, quand je jouais au Bijou, là, un petit cabaret à Toulouse. Oui, vous sentiez le potentiel ? Bah oui, et puis ils avaient non seulement le potentiel, mais ils étaient déterminés, ils étaient leurs parents, voilà. Et puis c'est une histoire quand même extraordinaire, leur histoire. C'est quand même un immigré argentin, répétons-le, qui arrive avec que dalle à Toulouse, qui joue dans un bar de salsa qui s'appelle le Barrio Latino à l'époque, qui arrive avec une main devant, une main derrière, une maman aussi, voilà, qui est dans la même j'ai dit conditions, si je puis dire. C'est des gens vraiment qui n'ont pas grand chose, qui arrivent comme ça, qui sont très honnêtes et très investis pour gagner leur vie. Et il y a ce parcours des enfants qui est celui qu'on sait et qui permet aujourd'hui quand même à Fabien, que j'embrasse, au papa, de venir saluer une foule de 40 000 personnes dans des stades, quoi, avec les enfants. Moi, à chaque fois que je vois ça, ça me donne, j'ai les larmes aux yeux, quoi, ça me fait pleurer. Ils font partie de cet album qu'on va évoquer à travers une date de tournée, la première, le 22 mars 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Yvan Clusius. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Yvan Clusius. Non, je le répète, ce n'est pas le loft, ce sont les clés d'une vie. Et si vous êtes mon invité, c'est que vous sortez un album, Une voix à 6 cordes de Claude Nougaro. Un hommage à Claude Nougaro que vous avez connu, on l'a raconté.
La première date de tournée, ça a été le 22 mars 2024 au Hot Brass Jazz Club à Aix-en-Provence, ce qui tombe bien parce que Nougaro était le premier, je crois, à aller dans les clubs de jazz. Personne n'y allait chanter à l'époque. Oui, c'est ça. Il a eu la démarche d'un jazzman, quoi. Et les jazzmen aiment bien se retrouver dans des clubs, c'est-à-dire où on rencontre plein d'autres jazzmen qui viennent faire le bœuf, comme on dit, le bœuf sur le toit d'ailleurs. C'est jam, c'est quand même des lieux comme ça qui sont faits pour cette musique. Et l'autre Brass Club, justement, est au lieu de ce jazz à Aix-en-Provence. Voilà. Le bœuf sur le toit, d'ailleurs, le mot bœuf est né à cette époque-là, puisque les musiciens que se retrouvaient allaient faire un bœuf improvisé ensemble. C'est ça. Alors, dans cet album, il y a bien sûr le jazz qui est évoqué avec la java. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java fait la malle. On sent le bonheur que vous avez de chanter ces chansons, Yvan Cogios. Ouais, totalement. Ça, c'est vrai. C'est quelque chose qui est en moi, en fait. Et puis, c'est une histoire de copains, d'amitié et presque de famille, hein, tout ça. Donc, il y a quelque chose qui est assez fluide. Le lien à Louis Winsberg, qui est une aventure merveilleuse qu'on vit à deux. On fait des scènes quand même importantes. On sera au Francophonie de La Rochelle. On fait le Théâtre de la Mer à 7. On a joué au Festival d'Anguin il y a quelques jours, dans des grandes scènes à deux. Et ça, c'est une fragilité qui nous réunit vraiment humainement. Et on est aussi réunis aussi bien par Morane, dont j'étais très proche, et avec qui Louis a joué, et puis par Claude. Donc c'est quand même quelque chose qui est tellement émouvant pour nous, important, que je crois que le public le ressent. Et au-delà de la performance musicale, il y a une émotion comme ça, une vérité qui passe, et qui fait que le spectacle marche bien, je crois. Oui, et une voix à 6 cordes, il vous a fallu 20 ans pour le monter, parce que vous auriez pu rendre hommage à Nougaro autrement avec un album de ce genre, bien avant. Oui, mais j'avais pas trouvé l'axe, c'est-à-dire que c'est vraiment la rencontre avec Louis Winsberg et cette volonté qu'on partage ce duo qui m'a donné vraiment l'évidence. Je me suis dit, oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que on peut pas... Claude, c'est un répertoire ambitieux. Il est très incarné par le maître, par Claude, donc faire quelque chose qui serait du sous-Nougaro, ce serait pas possible, je l'aurais pas assumé. Il me semble que j'ai pris une autre voie, si je puis dire, VOIE, et avec une autre voix VOX, pour vraiment donner un autre éclairage de ces chansons, avec la guitare comme support à la place du piano. Et je crois que c'était ça la bonne idée. Ouais. Et le titre Une voix 6 cordes n'a pas été choisi au hasard, c'est un clin d'œil à un album de Nougaro. Exactement, un album qui s'appelle Une voix 10 doigts, que Claude a enregistré en 91 ou 12, je crois, à Toulouse, avec Maurice Vander au piano. Et c'est un album live, et c'était ça l'idée, le clin d'œil. Là, c'était pas une voix 10 doigts, mais une voix 6 cordes, la guitare à la place du piano. Alors, si l'album a mis autant de temps à sortir et à être créé, le Covid y est pour quelque chose aussi. Ouais, bien sûr, mais on a d'abord commencé à créer le spectacle avant l'album, et c'est avec Richard Seff, un grand producteur, parolier toulousain. Oui, qu'on connaît bien. Qu'on connaît bien, voilà, c'est lui qui produit avec son fils cet album, et c'est lui qui est venu nous voir en spectacle avec Louis et qui a dit mais ça faut faire un album. Et donc nous on se rendait pas trop compte et on a accepté, et voilà quoi. Oui, et un album avec des invités, et là aussi, il a fallu les trouver, Yvan Cogios. Oui, alors c'est tous plutôt des copains, hein. Thomas, Dutronc, Francis, Cabrel, les Big Fleoli dont on a parlé, et puis Anne Silla aussi, que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'affection, que j'ai rencontré dans le Loft Music, hein. Oui. On se voit assez souvent, c'est quelqu'un qui me rappelle beaucoup Morane d'ailleurs, dans sa façon de chanter, un peu comme on respire, cette espèce de faculté de tout chanter, quoi, d'être juste, et dans l'intention et dans la voix, d'être dans la justesse tout le temps, ça c'est important. Et puis Francis, qui a aussi des points communs avec Claude Cabrel, parce que il y a cet accent qu'on assume, il y a ce lien au territoire, à Stafford. D'ailleurs, on y joue chez Francis avec lui le 27 septembre prochain. On fait notre concert là-bas. Et il y a plein de similitudes, quoi. Et puis Thomas, parce qu'il y a le lien aussi à la guitare, évidemment. Tous ces gens sont des guitaristes, Francis et Thomas, et que voilà, ça coulait de source. Voilà. Et justement, Francis Cabrel, vous enregistrez avec lui, dans cet album, un autre classique. Cécile, ma fille,
autres fuiront en riant aux éclats. Elle me dit alors, jubile, ce sera un garçon. Et te voilà, Cécile, ma fille. Quand la chanson est sortie, d'ailleurs, beaucoup de parents ont prénommé leur fille Cécile. Ouais, C'est fou. oui, Hein. bien sûr. Oui, Il faut préciser qu'elle, je crois qu'elle s'occupe de la péniche Nougaro aujourd'hui. Oui, c'est ça, Cécile, sa fille, qui a monté ce lieu pour son papa. Ouais. Elle a bien raison de le faire. Alors, il se trouve que cette chanson, comme les autres, ce n'est pas du copier-coller de Nougaro, et c'est important, Yvan Cuvius. Merci Jacques. Oui, ben c'est ça justement, je voulais pas... c'est pour ça, par exemple, que je joue Toulouse à la trompette avec Big Fleoli et que je le chante pas. Il y a des chansons, vous savez, qui sont inchantables parce qu'elles sont tellement incarnées que soit vous amenez quelque chose de différent mais si vous n'arrivez pas vraiment à le faire en le chantant, faut trouver autre chose pour être un peu plus inventif. Et la trompette a remplacé ma voix et je crois que c'était bien de le faire comme ça. Mais Nougaro incarnait justement ces chansons. Moi, je me souviens dans des nombreux mariages d'Eddie Barclay au pavillon d'Armenonville, il était là, Nougaro, avec une grande djellaba. Bon, il avait déjà un petit peu bu et il s'est mis au micro et il a chanté, il a improvisé autour d'une chanson. C'était extraordinaire. Ouais. Mais il vivait sa chanson. Ouais. Mais Nougaro, c'était vraiment un jazzman dans l'âme, dans l'esprit, qui était un instrumentiste de la voix, en fait. C'est-à-dire qu'on peut être musicien sans être instrumentiste. On est chanteur, on est l'instrument de la voix. Et les musiciens, quand ils parlaient de Nougaro, les éminents musiciens de jazz, notamment les grands qui l'ont appelé, qui l'ont accompagné, disaient Nougaro, on l'accompagne pas, on joue avec lui. Voilà. Mais ça n'a pas été facile au début. C'était pas comme ça. Et d'abord, il voulait pas chanter. Son père, au Lapin Gilles, l'a traîné de force pour des poèmes. C'était pas évident. Il n'avait pas trouvé sa voix. Oui, et puis il a d'abord écrit Nougaro, et puis c'est Michel Legrand qui l'a imposé chez Philips en disant mais ces chansons, pourquoi tu les chantes pas toi? Voilà. Et personne n'en voulait en plus. Personne n'en voulait. Et puis c'est Legrand a mis, moi, je me rappelle Michel Legrand dans le loft qui me l'avait raconté. Il m'avait dit, il disait que il avait tellement été séduit par Nougaro en détectant chez lui cet artiste génialissime, qu'il avait mis sa présence à Philips en jeu en disant si vous signez pas Nougaro, je quitte Philips. Et ça a marché. Et ça a marché. Ça fait les premiers albums avec le cinéma, etc. qu'on connaît. Et puis il y a une chanson, effectivement, vous parliez d'Anne Silla, que vous interprétez avec elle, c'est Rime. J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. J'aime les épines quand elle rime avec la rose. J'aimerais même la mort si j'en sais la cause. Rime ou prose. J'aime la chanson quand elle rime avec ta bouche, comme les ponts de Paris avec bateau mouche, et la perle des pleurs avec l'œil des biches. Rime triste. C'est une amoureuse de la chanson française, une vraie Anne Silla. Ah ouais, j'adore cette fille, j'adore sa voix, mais vraiment, elle me bouleverse sa voix. Et elle est incarnée, elle est habitée, vraiment. C'est quelqu'un d'exceptionnel qui vraiment, on se rend pas compte à quel point c'est une voix exceptionnelle. J'espère qu'on s'en rendra compte parce qu'elle le mérite largement. Ah oui. Les rimes, ça faisait partie du quotidien de Claude Nougaro, Yvan Cuvius. Ben oui. Là, c'est une musique d'Aldo Romano à 5 temps. Qui est encore une musique asymétrique, hein. C'est toujours un peu complexe les chansons de Nougaro. Et oui, évidemment que c'est un amoureux de la rime et puis du monde. Il y avait quand même une élégance dans sa façon de parler. Il servait toujours le verbe à la bonne température. C'est comme un cadeau quand il parlait aux gens, Claude. Il y mettait les formes pour donner du plaisir à l'écoute et pour créer cette vérité comme ça, cette esthétique même en parlant. Alors dans cet album, vous avez évoqué ce moment dramatique, on l'écoute, c'est à bout de souffle. Quand j'ai rouvert les yeux, tout était sombre dans la chambre. J'entendis quelques pas comme une sonnerie. J'ai voulu bouger, aïe la douleur dans l'épaule droite. Tout à coup me coupa le souffle. Une peur affreuse m'envahit et mon corps se couvrit de sueur. Toute ma mémoire me revint le hold-up, la fuite, les copains qui se font descendre. Je suis blessé mais je fonce et j'ai le fric, je glissais la main sous l'oreiller. C'est pas facile à chanter, vous l'avez dit. Hein. Non. Comment on fait pour chanter comme ça sans se tromper? C'est-à-dire que, alors déjà ça c'est une chanson qu'on fait à la fin, juste avant le rappel.
parce que on peut pas la faire en début de set, cette chanson, elle est inchantable. Et puis, elle est quand même écrite pour le piano, et là, elle est jouée par une guitare. Il y a peu de guitaristes en France qui peuvent jouer ça, vraiment. Et d'ailleurs, quand Nougaro invite Louis Winsberg pour en particulier une chanson qui s'appelait Ma cheminée est un théâtre sur l'album Embarquement immédiat, il l'invite parce qu'il n'y a que lui qui pouvait jouer ça. Winsberg, c'est vraiment un mec exceptionnellement doué, quoi. Et on le fait plutôt en fin de set. Et puis, pour répondre à la question, il faut absolument connaître le texte sans y penser une demi-seconde et l'avoir comme un automatisme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser au texte une demi-seconde, sinon on n'y arrive pas. Et il faut aussi se mettre sur la guitare et voilà, et se laisser porter. Alors il se trouve que À bout de souffle, c'est le titre d'un film, ça n'a rien à voir avec la chanson de Nougaro, ça l'a juste inspiré pour le titre. Et À bout de souffle, le film est tiré d'une histoire vraie, et Truffaut s'en est inspiré pour écrire un scénario qu'il a proposé à Godard, qui en a fait son film. Oui, c'est ça. Alors dans le cinéma, justement, il est aussi présent dans cet album. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, son pognon et son caméra. Bardot peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Là, c'est beaucoup plus facile à chanter. Oui, ça me fait penser à quelque chose, Jacques. Ce que vous me disiez là, c'est que le cinéma, c'est Michel Legrand et Nougaro, et le rapport entre Godard, Nougaro et le cinéma. J'ai eu la chance de passer un après-midi entre Legrand et Nougaro dans un bar toulousain, parce qu'ils se retrouvaient, ils s'étaient pas vus depuis 25 ans, et ils étaient en répétition pour un concert, et j'ai passé l'après-midi entre les deux quand même. Et alors il y avait d'un côté Legrand qui était au thé, qui buvait un thé, voilà, et puis il y avait Claude qui était au verre de rouge, évidemment, très tôt, et ça échangeait tous les deux. Et alors Legrand, il se tirait un peu la bourre avec moi au milieu, c'était merveilleux, quoi. Il se racontait les souvenirs, et c'était celui qui en disait le plus. Alors évidemment les Oscars de Michel Legrand, et à un moment donné Claude dit, je m'en rappellerai, il dit: ah ben moi le cinéma, je vais te dire, moi l'expérience que j'ai au cinéma, c'est un jour un coup de fil de Godard, et là qui m'appelle, et là je me dis, ah, il dit Nougaro, enfin le cinéma appelle Nougaro, et là je suis honoré, et voilà, le cinéma m'appelle, et il me dit, tu sais pourquoi il m'appelait? Il m'appelait pour rejouer une chanson qu'il voulait mettre en bande originale pour que ça lui coûte pas de droit d'auteur. Il voulait que je la joue pas dans le film sans que ce soit la bande qui soit diffusée. Oh mais tu te rends compte de mon expérience au cinéma. Il se trouve que cette chanson figure dans cet album Une voix si corte qui va partir en tournée. Donc moi, je sais qu'il y a Cavaillon le 9 juillet, les Francopholies ensuite, il y a le Festival d'Avignon, il y a Sète, Toulouse bien sûr le 8 septembre, à Stafford bien sûr, Aix-en-Provence, Re-Toulouse, bref, ça ne va pas arrêter. Oui, on a beaucoup de dates, et on est très heureux, et puis j'espère que ça va poursuivre. Après, c'est une magnifique aventure, le public est heureux, les salles sont de plus en plus grandes, si je puis dire, on est content de cette aventure à deux. C'est vraiment... Moi j'aime bien l'idée de partir avec... C'est rigolo ce que je vais vous dire, mais j'aime bien l'idée de partir faire un concert dans une bagnole à deux, avec une guitare, une trompette, la voix, et on fait 2 heures de concert, et je trouve ça super. Et moi j'ai le sentiment que la postérité de Claude Nougaro, qui est très forte, ne fait que commencer, Yvan Couvius. Oui, c'est possible. Je crois que les chansons ont ça de magique, c'est qu'elles restent pour des raisons certainement de vérité, d'ambition, d'exigence de leurs auteurs. Il y a des chansons, je crois pas à la postérité des chansons faciles, d'une certaine manière. Je crois que faut aller au fond de la mine, faut aller chercher la matière très loin, se faire violence même. Nougaro, il était là-dedans, dans une forme de souffrance comme ça, qui n'est pas un cliché, mais qui est une ambition, qui est digne des grands artisans, qui ont l'exigence du beau et du vrai. Et je crois que c'est à ce titre-là qu'on peut espérer une pérennité. Oui, et puis continuer à travailler en artisan pour défendre ce répertoire que nous aimons tous. Merci Yvan Couvius. Merci beaucoup Jacques. Et puis à très bientôt. Très bientôt. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.